Merci. Je voudrais remercier tout le bureau de l'AG SMF pour leur invitation. C'est Bentoel en personne parce que je dois me déplacer à Marrakech ce soir. Demain, je participe au congrès de chirurgie la Somachir à Marrakech. Donc, je suis là, mais je pars ce soir, Inch'Allah, à Marrakech. Donc, je suis vraiment très heureux d'être là. Je remercie les laboratoires Hikma de m'avoir invité à ce symposium. Et croyez-moi, cette question tombe pile poil. Pourquoi? C'est à moi de vous remercier parce que il s'est dérangé de Marrakech pour venir faire la conférence et revenir. Il va prendre l'avion tout de suite. Donc je le remercie. Merci Semenazus. Donc je disais que ce thème tombe pile poil parce que je n'ai jamais, durant ma carrière, assisté à un nombre de guidelines concernant le RGO que ces 2 dernières années. Regardez, 2022, 2022, 2023, 2024. Incroyable, 3 années successives, des guidelines venant de sociétés savantes différentes. Il y a l'international, c'est Lyon, c'est le monde entier qui s'est réuni. Il n'y a même pas quelques mois, 2-3 mois. C'est le consensus de Lyon sur le diagnostic du reflux. Il y a les manifestations extra-œsophagiennes, c'est-à-dire tout ce qui est papérosis, régurgitation, tous les signes extradigestifs. Et vous avez l'AGA et vous avez l'American College. Donc vraiment, une mine d'informations. Croyez-moi que j'ai pris l'essentiel et le plus important pour vous. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses que vous allez apprendre dans cet exposé. Bien sûr, on va consacrer une partie de ma présentation à cette nouvelle molécule pour vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, quel est son mode d'usage donc, dans le reflux. Il a l'AMM dans le reflux. Voilà de quoi je vais parler. Je vais parler de quelque chose de très important, c'est les conséquences d'un reflux maltraité. Parce que dans la mentalité du Marocain, al-harqa, on va aller s'automédiquer chez le pharmacien. On ne va pas consulter. C'est dans la tête de tous les Marocains. Al-harqa, ce n'est pas une maladie. Il y a même, je vous assure, il y a moi, je discute avec les gens de ma famille, les amis. Il y a des gens qui considèrent que al-harqa n'est pas malade. n'est pas malade. Il n'a pas à aller voir le médecin, mais il dit je vous assure, il va prendre des cocktails, il va prendre peut-être des médicaments, des rini, des antiacides, je ne sais pas. Pour lui, c'est ça le traitement, il ne va même pas consulter. Et 80% des gens qui ont un reflux s'automédiquent. C'est au niveau mondial. 80% des gens qui ont un RGO s'automédiquent, ne consultent pas. C'est incroyable. C'est un chiffre qui fait peur. Et je pense que notre rôle, c'est de dire aux malades, attention, la harqa, c'est une vraie maladie. Et je vous dis aussi que c'est une vraie maladie. Et je vais essayer de vous le démontrer. C'est une maladie chronique, de 1. Et c'est une maladie qui complique. Voilà les principales complications du reflux. Ils sont là. Vous avez l'œsophagite. De haut vers le bas, du plus simple au plus grave. En haut, c'est une œsophagite stade A. La deuxième, c'est une œsophagite stade B. C'est la longueur. La première, elle fait 5 mm. La deuxième, elle fait plus de 5 mm. La troisième, elle devient confluente. Et la quatrième, c'est circonférentielle, sur plus de 75% de la circonférence. Lorsque vous arrivez en bas, vous savez qu'on peut saigner sur ça, ça peut saigner. Ça peut donner des anémies, ça peut donner des ferritines basses. Et c'est pas que. Ça peut aller à quelque chose de plus grave. Lorsque je suis au niveau du stade D, je fais quoi? Je vais faire ça, je sténose. 10%. Ici, c'est 50% des malades qui ont ça. Regardez les chiffres en haut. 50 à 60% des gens, dès que le harqa, ils ont ça. Ou là, ils peuvent l'avoir. Et s'il arrive en bas, au stade D, il fera ça. Il va sténoser. Tu sais, lorsqu'il sténose, c'est fini. Il devient un client permanent de services d'endoscopie, dilatation après dilatation. On les dilate. On leur donne des IPP double dose et on les dilate. On fait une dilatation tous les 3-4 mois. Il y a ceux qu'on dilate tous les mois. Et lorsque ça arrive, on dilate tous les mois, on l'opère. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'œsophage en 2 et on monte l'estomac. Ça devient une intervention lourde de 4 heures avec ses complications. Voilà le harqa où ça peut amener lorsqu'il est maltraité. Et ça, nous devons le véhiculer. Croyez-moi que le harqa, c'est quelque chose de banalisé par les patients.
Ils ne vont pas venir vous voir. Il faut leur dire, mesdames, monsieur, c'est une vraie maladie qui peut donner des sténoses. Vous allez avoir un blocage alimentaire. Vous n'allez pas pouvoir s'alimenter normalement comme tout le monde lorsque vous n'êtes pas bien traité. Bien traité, c'est bénin. Maltraité, ça complique. Et le pire, c'est que ça arrive à ça, l'endobrachiosophage. Regardez, c'est 5 à 15% des malades qui vont faire un EBO, un endobrachiosophage. C'est quoi l'endobrachiosophage? C'est votre muqueuse œsophagienne sous l'agression acide qui va se transformer et qui va devenir de type gastrique. C'est une muqueuse qui est dans un lieu où il ne doit pas exister. Et lorsque vous avez ça, la conséquence, ça devient le lit du cancer. En 1985, lorsque j'étais interne assistant, il y avait le cancer épidermoïde. Aujourd'hui, je vois 95% des cancers, c'est des adénocarcinomes. Et la principale cause de l'adénocarcinome, c'est le reflux, c'est l'EBO. Ne fera un adénocarcinome que celui qui a un EBO dans la plupart des cas. Et le cancer de l'œsophage, c'est mortel, mes amis. C'est mortel, le cancer de l'œsophage. C'est très mauvais comme cancer. Deux choses dans le cancer de l'œsophage aujourd'hui. Le tabac et le reflux. Le tabac et le reflux. Indiscutable. C'est les deux principales causes de l'adénocarcinome de l'œsophage. Et ça, le malade doit le savoir. Prendre des médicaments comme ça, à large manu, sans suivi par un médecin traitant, amènera le malade à ça et il faut qu'il le sache. C'est très important de sensibiliser les patients par rapport à un symptôme qu'on a banalisé. Nos amis pharmaciens doivent le savoir aussi. Doivent savoir tout ça. Nos amis pharmaciens doivent savoir tout ça. Lorsque j'ai un reflux, je peux consulter pour deux types de symptômes. Soit des symptômes typiques, et là l'histoire est simple. J'ai un pérosis, j'ai des régurgitations. Ça, le diagnostic est fait. Vous n'avez besoin ni de fibroscopie, ni de pH-métrie pour faire le diagnostic. Quelqu'un qui a des pérosis ou qui a une régurgitation, le diagnostic de reflux, il est fait. C'est à 100% reflueur. Cependant, il y a des symptômes qui sont sournois, qui vont vous faire errer, qui vont faire errer les médecins et le malade lui-même. Ces symptômes sont là, des pharyngites, des laryngites, des dysphonies, des otites, de la fibrose pulmonaire, des apnées de sommeil, des érosions dentaires, et j'en passe. De l'asthme, qui n'est pas un asthme, qui est un syndrome d'inhalation. J'inhale, je fais des bronchospasmes. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'acide chlorhydrique, deux gouttes qui passent dans le poumon. Bronchospasme. Il se réveille la nuit étouffé. On dit qu'il est asthmatique. Non, il n'est pas asthmatique, il est reflueur. Comment doit-on faire en pratique, en tant que médecin généraliste, pour s'en sortir facilement? 3 choses. Devant un symptôme atypique, extra-œsophagien, qui n'est pas pérosis, qui n'est pas régurgitation, 1, le fait que ce symptôme coïncide toujours avec le postprandial. Le reflux est une symptomatologie du postprandial. Ne souffrira pas quelqu'un qui a un estomac vide lorsqu'il est reflueur. Il ne souffre que lorsqu'il a l'estomac plein. Quelqu'un qui va venir vous voir, il a des douleurs épigastriques ascendantes alors qu'il a l'estomac vide, ce n'est pas un reflux, c'est autre chose. Le reflux, c'est du postprandial. 2, les symptômes s'aggravent lorsque le malade s'allonge sur le dos. Il fait sa crise d'asthme, il ne fait jamais sa crise d'asthme ou Wells. C'est incroyable. C'est quand même assez curieux de faire de crise d'asthme que tout le temps lorsque je suis en position couchée, le soir, la nuit. Et le 3e, c'est le soir, la nuit. Pourquoi le soir, la nuit? Parce que je n'ai pas de salive. Le tampon, il n'est pas de la pesanteur. L'acide chlorhydrique qui monte ne va pas descendre, il va stagner dans l'œsophage parce que le malade est allongé. Et le tampon qui est la salive, qui est alcaline, qui va tamponner l'acide chlorhydrique qui monte, n'y est plat. Et heureusement que la salive s'arrête le soir, la nuit. Sinon, ça va être un drame. Alhamdoulilah, hada fadlullah. Alash, nous sécrétons jour 800 cc de salive. Le soir, on n'a pas de sécrétion salivaire ou peu. Imaginez que vous êtes en sommeil profond et vous sécrétez un demi-litre. Ah, mais ce demi-litre passera dans ton poumon. Alhamdoulilah, que la sécrétion salivaire s'arrête lorsqu'on est en sommeil profond.
C'est important. Donc, lorsque vous avez des symptômes en postprandial, la nuit, allongé, en sommeil profond, sachez que, quel que soit le type, quelqu'un qui a une toux qui ne s'aggrave que dans ces conditions, un asthme qui n'apparaît que dans ces conditions, une sensation de corps étranger qui ne se voit que dans ces conditions, il a un roulement laryngé lorsqu'il mange, ah ben il faut penser au reflux. Il faut penser au reflux. Diapositive qui vaut de l'or. Diapositive qui vaut de l'or. Celle-là, il vaut de l'or pour un médecin généraliste. Ne partira pas chez le gastro-entérologue un malade qui a un reflux avec des symptômes typiques, pérosis ou regurgitation, qui n'a pas de signe d'alarme. Il n'a pas besoin de fibroscopie, il n'a pas besoin de pH-métrie, il doit être traité, à condition que ce patient n'a pas de signe d'alarme. Les signes d'alarme sont encadrés en jaune, et c'est ce que le consensus de Lyon en 2024 a souligné. Dysphagie, perte de poids, saignement, vomissement, anémie. Ils sont au nombre de 5. Un malade qui a un pérosis, un malade qui a des régurgitations, qui n'a pas ces signes, ne doit pas partir chez le spécialiste. Vous devez le traiter dans votre cabinet. Clair et net, tous les consensus du monde, 22, 23, 24, disent la même chose. Mais à condition, s'il vous plaît, il n'a pas de signe d'alarme. Il n'est pas dysphagique, il n'est pas anémique, et il ne vomit pas, et il n'a pas perdu du poids, il n'a pas maigri. L'amaigrissement me fait peur tout le temps, mes amis. Comment doit-on traiter le reflux? Perdre du poids, c'est le premier conseil que vous devez donner à quelqu'un qui a un reflux. Le fait de perdre du poids réduit le risque de reflux de manière très significative, par un facteur de 3. IMC plus de 30, vous aurez 3 fois plus de risque de faire un reflux. Votre IMC est entre 20 et 25 et vous aurez un risque habituel. Perdre du poids est le premier conseil qu'il faut donner à vos patients. Le régime est obligatoire. Il aide énormément. Et voilà ce que je conseille à mes malades. C'est ma diapositive, c'est ma synthèse bibliographique. 1. Le café, la menthe, le chocolat, le gras, l'alcool, les sauces tomates et l'oignon cru, le slakhdra. Ça à éviter. Pourquoi? Parce que ça relâche le sphincter inférieur de l'œsophage. 2. Irritation de la muqueuse, c'est le jus de citron, on le trouve encore là, l'alimentation acide et tout ce qui est épaissi. Et bien sûr, il ne faut pas manger copieux et il ne faut jamais manger et dormir. Il faut manger et respecter 2 heures le soir. Et lorsqu'on mange, il faudra dormir sur le côté gauche et non pas sur le côté droit. Pourquoi dormir sur le côté gauche? Regardez de l'autre côté, à ce niveau-là. Ici, le malade est sur le côté droit. La poche aérienne est là, l'œsophage est là. C'est facile de descendre, la pesanteur. Lorsque je le mets sur le côté gauche, l'estomac est là, l'œsophage est là, la pesanteur est à la faveur de l'œsophage. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un est en bonne santé, quelqu'un qui est en bonne santé doit dormir sur le côté droit. Qui est en bonne santé, qui n'a pas de reflux. Pourquoi? Parce qu'il va digérer mieux. Les aliments vont descendre de l'estomac vers l'intestin. Voilà. Lorsque vous avez un mal, lorsqu'on dort sur le côté droit, on est sur le côté droit ici, l'œsophage a tendance à ce que les aliments dans l'estomac passeront facilement dans l'œsophage, la pesanteur, l'œsophage est en bas. Mais le pylore et l'intestin grêle aussi en bas, donc ça passe plus facilement de l'estomac vers l'intestin, mais ça passe aussi plus facilement de l'estomac vers l'œsophage. Si on l'inverse, et ça c'est le côté droit, ça c'est le côté gauche, les deux vont monter en haut, donc ça ne va pas refluer. Ça reflue moins, c'est pas ça ne va pas refluer, mais ça reflue moins. C'est la raison pour laquelle on propose aujourd'hui aux patients qui ont un reflux de dormir sur le côté gauche et non pas sur le côté droit. Les IPP, c'est le meilleur traitement pour traiter un reflux. Il est mieux que le placebo, il est mieux que le placebo, il est mieux que les anti-H2 et il est là, de loin meilleur. Plus de 90% des malades vont cicatriser. Ici, c'est la cicatrisation de l'œsophagite. Les antiacides n'ont aucune place dans le traitement du reflux.
aucune. Les alginates, ils ont 2 indications, je vais les dire. 2 indications, peut-être 3. Et pour les anti-H2, ils ont une seule indication du reflux, mais sachez que leur action sur la cicatrisation de l'œsophagite ne dépasse pas 50%. Ne dépasse pas 50%. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, traiter un reflux, c'est donner les IPP. Comment prescrire ces IPP? Aujourd'hui, c'est 6 à 8 semaines et 30 à 60 minutes avant les aliments. Pour la plupart, vous allez voir pour le dexlansoprazole, il peut être pris à n'importe quel moment. L'efficacité est la même et c'est un avantage à cette molécule. Vous pouvez le prendre avant, après, vous aurez la même efficacité. C'est le seul IPP qui peut être pris indépendamment, avant ou après, il gardera la même efficacité. Ça, c'est la particularité de cette nouvelle molécule. Pour les manifestations, la durée, pour les manifestations classiques, c'est 6 à 8 semaines. Mais pour les diront 6 semaines. Mais pour les manifestations ORL, mes amis, pulmonaires, mes amis, la douleur thoracique pseudo-angineuse, mes amis, la toux, la pseudo-asthme, ce n'est pas 6 semaines. C'est la double dose d'emblée. C'est la double dose d'emblée, 20 matin, 20 le soir, d'emblée. Et c'est pour 8 à 12 semaines. Et il faut le dire aux malades. Et il faut le dire aux malades. Pour les manifestations digestives typiques, pérosis, régurgitation, il faut dire aux patients qu'il faut attendre 5 jours pour avoir l'efficacité maximale. Et ça, c'est général à tous les IPP. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, c'est à partir de 5 jours que l'inhibition de la cellule pariétale est au maximum. Il vous appelle 3 jours après avoir pris le médicament. Docteur, ça va marcher, mais attends un peu, c'est à partir de 5e jour, une semaine, que les choses iront mieux. Peut-être qu'il faut lui dire bien avant. قبل ما يمشي لدارو قول له فوالا غتبدا الدواء غتحسن شويه ولكن ان شاء الله التحسن غتحس به ملموس تقريبا 80 90% ملي غتكمل 5 ايام 6 ايام ديال الدواء باسكو كوم سا ما يصدقش عيط لك. Il ne sera pas frustré. Donc, retenez cette affaire pour les IPP. L'effet maximum dans le reflux, c'est à partir du 4e, 5e jour et c'est important. Quand est-ce qu'on utilise autre chose que les IPP? Les indications des alginates. 2 indications aux alginates. C'est le malade qui prend son IPP le matin, il est très bien de 8h jusqu'à 16h, 19h. À partir de 18h, 19h, lorsqu'il prend son goûter, il a un petit quelque chose. Vous lui dites, prenez un alginate 1 heure après. C'est ce qu'on appelle la seed pocket. On va la contre-attaquer par un alginate. Donc ça, c'est une excellente indication en alginate. Les malades qui présentent quelques symptômes, en fin de journée, il peut prendre un alginate pour ne pas prendre un deuxième IPP le soir. La deuxième indication des alginates, et là, c'est béton armé. Toutes les guidelines le disent, notamment celles consacrées aux manifestations extra-œsophagiennes de 2023. On associe toujours les IPP en alginate lorsqu'on a des manifestations de laryngite. Toujours, si vous voulez être efficace, rapidement, un résultat, IPP double dose, plus alginate d'emblée. J'ai fait le test, ça marche. Les alginates couplés à l'IPP double dose dans les manifestations ORL, c'est très très bien. Et ça, c'est les nouvelles guidelines qui le disent. En même temps, il prend l'IPP le matin, il iftar, ça après il prend son alginate. C'est très efficace et ça marche. Pourquoi? Parce que les manifestations ORL et les manifestations pulmonaires sont très difficilement maîtrisables par les IPP seuls. C'est pourquoi on double la dose et on fait 3 mois. Parce que c'est hard à traiter, c'est dur à traiter les manifestations extra-œsophagiennes. Ce n'est pas comme le pérosis. Le pérosis, il répond au traitement facilement. Mais la toux, les laryngites, le chaetono-laryngé, la dysphonie, ça c'est très difficile à traiter. Il faut être patient, il faut doubler la dose, il faut associer un alginate pour avoir un résultat meilleur. Lorsque vous avez un malade qui a pris les IPP au long cours, et je parle prise d'IPP au long cours, c'est plus de 2 mois, vous devez garder en tête 2 principes, 2 messages. Le premier, tout patient qui doit prendre des IPP au long cours, on doit chercher l'HP, on doit le traiter. C'est une indication formelle. S'il doit garder les IPP 6 mois, 1 an, plus, cherchez l'HP et le traiter. Pourquoi? Parce que vous allez transformer ce malade en un risque d'ulcère, en un risque de cancer. Lorsque nous avons
une infection localisée au niveau de l'estomac. Et lorsqu'on donne un IPP au long cours, l'estomac devient alcalin, c'est un milieu fertile pour l'HP. Et il va s'étendre. Au lieu que l'infection reste entrale, il va devenir antrophendique. Et lorsque l'infection est au niveau du corps de l'estomac, vous aurez l'atrophie. Et l'atrophie, c'est le lit du cancer. Ne jamais donner un IPP au long cours sans chercher l'HP et l'éradiquer, vous allez rendre un grand service à votre patient. Deuxième message, lorsque vous avez prescrit les IPP au long cours, ne jamais les arrêter brutalement. Arrêtez-les comme la corticothérapie, sur 2-3 semaines. J'étais à 40, je réduis à 20. Après, je fais 20 1 sur 2. Après, troisième semaine, je fais 1 sur 3 et j'arrête progressivement. Sinon, vous aurez un effet rebond, une hyperacidité qui va se déclencher lorsque vous faites un arrêt brutal. Je suis votre patient, j'ai pris le traitement que vous m'avez prescrit et je reviens vous voir. Je suis bien. En principe, il faut arrêter le traitement, c'est tout. Et vous dites que si les symptômes reviennent, vous allez traiter soit de manière continue lorsque les poussées sont fréquentes ou à la demande lorsque les poussées sont espacées. La particularité du dexlansoprazole comme nouvelle épipée qui rentre au Maroc depuis maintenant peu, c'est que c'est une molécule qui contient des granules de deux types. Des granules qui vont être libérés rapidement au bout d'une heure pour couvrir la réponse rapide. Et vous allez dégranulés, c'est 75% de ce qu'il y a dans la gélule. C'est ce qu'il y a par exemple ici en blanc. Le vert, lui, va être largué 5 heures plus tard. Et c'est 75%, ce qui va vous permettre une couverture plus rapide dans un premier temps et plus longue dans un deuxième temps. C'est l'innovation de ce produit. Il contient deux types de granulés, à libération rapide dans un temps et à libération prolongée et retardée dans un deuxième temps. Et ainsi de suite, vous voyez que c'est une molécule qui est conçue pour prolonger la suppression. Ce système de double libération a été comparé donc sur la durée, il fait mieux que le lansoprazole et que le oméprazole dans l'étude qui a été faite. Et il existe deux types de gélules, la 30 et la 60. On verra quelles sont les indications. Et comme je dis au départ, il peut être pris avant ou après, avec toujours la même efficacité. Mais je vous conseille de le donner tout le temps, bien avant. Mais il peut aussi être efficace après. Il sera efficace. Mais je conseille qu'il soit pris bien avant. Voilà le premier pic, voilà le premier pic, et voilà le deuxième pic, et voilà la dose de 30, et bien sûr 60 fait mieux que 30. On verra quand est-ce qu'il faut faire 60, quand est-ce qu'il faut 30. On ne va pas faire 60 à tout le monde. Voilà les études qui ont montré que l'efficacité est bien sûr meilleure que le lansoprazole. En gris, vous avez le lansoprazole, et en vert, vous avez le dexlansoprazole et vous voyez que l'efficacité au bout de 8 semaines est meilleure avec le dexlansoprazole. Ici, c'est sur la cicatrisation de l'œsophagite. Ici, c'est le placebo, ici, c'est le dexlansoprazole 30, ici, c'est le 60. Et vous voyez, avec le 60, on fait mieux qu'avec le 30. Donc, pour cicatriser l'œsophagite, vaut mieux le 60. La cicatrisation de l'œsophagite, le 60 mg, fait mieux que le 30. Et pour pouvoir vous faciliter la tâche, je vous donne cette diapositive où vraiment vous avez les règles de prescription de ce nouveau produit. Ce nouveau produit, pour l'œsophagite, qu'elle soit A, B, C ou D, vaut mieux donner le 60 mg. Donc, œsophagite, c'est le 60, et bien sûr, c'est pour 8 semaines. C'est ce que disent les guidelines, c'est 6 à 8 semaines. Si le malade a cicatrisé, et le malade a besoin d'un traitement d'entretien, ce traitement d'entretien sera fait par le 30. Si votre malade a un pyrrhosisme, mais il n'a pas d'œsophagite, c'est le 30 et ce n'est pas le 60. Donc finalement, le 60, c'est pour obtenir une cicatrisation de l'œsophagite. Une fois l'œsophagite a cicatrisé, vous mettez le 30 en traitement d'entretien. Pour le malade qui a un pyrrhosisme ou des régurgitations, mais il n'a pas d'œsophagite, c'est le 30 qu'il faudra prescrire. Voilà un tout petit peu ce qu'il faut retenir. Comment? Non, le 60 pour la cicatrisation. L'entretien, ça dépend du profil de votre patient. Mon patient, il fait des poussées rapprochées. Ça va être en continu. Il fait des poussées. Ah oui, c'est ici. On revient à cette slide. Ça, c'est la HAS. On revient à cette slide. Vous avez un malade qui fait des poussées
rapproché. C'est le traitement au long cours, sinon il va récidiver. Et je peux vous dire une chose, tout patient qui a la fibroscopie, parce que j'y arrive maintenant, qui a la fibroscopie a une œsophagite de type COD, il doit garder les IPP à vie. À vie. Il va récidiver dans 100% des cas entre 3 et 6 mois. Et il refera encore une œsophagite et il va sténoser. Donc il faut le couvrir. Sinon, il faut penser à une autre alternative. Et on a aujourd'hui au moins 3 ou 4. Je vais les partager avec vous. Pas que la chirurgie. Les choses ont évolué. Pas que la chirurgie. On traite par 4 manières le reflux qui ne répond pas au traitement. C'est mes dernières slides. Il me reste 4 minutes. Mon Dieu. Non, il faudra... Donc, fibroscopie quand? Lorsque le malade a des signes d'alarme ou s'il n'est pas répondeur aux IPP. Un malade qui n'a pas de signes d'alarme, qui a un pyrosis et qui a des régurgitations, on ne fait pas d'endoscopie, on le traite. Mais s'il a des signes atypiques, où il n'a pas répondu au traitement, ou il a des signes d'alarme, on lui fait une fibroscopie. Et qu'est-ce qu'on cherche? 2 choses, l'œsophagite et le BO. Les deux signent le reflux. S'il n'a pas de BO, s'il n'a pas d'œsophagite, fibre normale, ça n'élimine pas un reflux. Il faudra faire une pH-métrie. Voilà. Maintenant, vous m'avez donné un traitement, je ne réponds pas. Pour faire simple, il faudra faire une pH-impédance. On fera une fibroscopie, il sera normal, ou s'il a des lésions, on aura le diagnostic, mais on ne conclura jamais à la résistance aux IPP sans doubler la dose pendant 8 semaines. Je viens vous voir, vous m'avez donné un IPP pendant 6 semaines, je ne suis pas bien. J'étais observant, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez me conseiller? Le même traitement, où on peut changer aussi de classe. Le changement de classe peut parfois être utile. Vous avez donné un lansoprazole ou un esoméprazole, donnez un lansoprazole. Vous avez donné un lansoprazole, donnez un dexlansoprazole. Vous changez de molécule, parfois ça peut marcher, mais doublez la dose. Vous étiez à 30, faites 60. Et vous allez voir 8 semaines, si vous doublez la dose de 30 à 60 et le malade ne s'améliore pas, c'est un vrai résistant aux IPP. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut faire une pH-métrie. Et lorsque vous faites la pH-métrie, voilà ce que vous allez trouver. 7%, c'est des vrais reflueurs. 1%, c'est des reflueurs non acides. C'est la bile qui monte. Vous donnez les IPP, les IPP, ça ne va pas marcher. Parce que c'est un reflux qui n'est pas acide. Il y a 3 types de reflux. Acide, non acide, mixte. L'acide, c'est celui qui répond aux IPP. Et c'est, heureusement, Dieu merci, 90% des cas. Mais dans 7%, 6%, 5%, ici c'était 1%, ça peut être un reflux alcalin, à base de bile et à base de sécrétion bilio-pancréatique. Ça donne les mêmes symptômes, ça donne les mêmes lésions, et ce n'est pas les IPP. Donc un malade chez qui vous avez donné la simple dose, il a pris, ça ne marche pas. J'ai doublé la dose, 8 semaines, ça ne marche pas. pH impédance. Et vous allez faire la part, et vous allez être surpris, lorsqu'on fera la pH impédance, que 76%, ils n'ont ni reflux acide, ni reflux alcalin, c'est des fonctionnels. Il a de la migraine, il a de la colopathie, et ils sont tout le temps des brûlures. Il a toujours de la douleur thoracique, il a mal partout, il souffre partout. Comment il faut le traiter? C'est un tricyclique, il ira mieux. Un tricyclique, il ira mieux. Donc ne continuez pas à donner des IPP lorsque ça ne marche pas. Ne continuez pas à doubler de doses lorsque ça ne marche pas. Ça ne servira à rien. Référer le malade, faire une pH impédance pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et vous allez, il y a 4 profils. Il y a le malade qui a un reflux non acide, c'est le baclofène. Vous avez un reflux, un œsophage sensible, c'est IPP plus tricyclique. Un reflux acide, vous doublez la dose, vous donnez alginate, vous faites ceinture et bretelle, ça va marcher, sinon vous opérez. Mais si vous avez un malade fonctionnel, c'est les tricycliques ou la prégabaline. Et ce n'est pas les IPP qui vont faire l'affaire. Et c'est 70% des malades qui ne répondent pas aux IPP. C'est 70% des malades qui ne répondent pas aux IPP. Et surtout, s'il vous plaît, ne pas les confier à un chirurgien pour les opérer. غادي ندموكم ويندموا هذاك اللي فتح لهم. فتحتي اليوم ما خديتي لي والو تكرفست. Donc faites un bon tamissage. Le traitement chirurgical, il y a aujourd'hui 3 méthodes, une 4e, et je termine sur ça. Il y a le Nissen, que vous connaissez tous. Il y a le bracelet. C'est quoi le bracelet? C'est un bracelet où il y a des bagues magnétiques
La pression, lorsque les aliments descendent du haut vers le bas, le bracelet s'ouvre. La pression est plus forte que la force des bracelets, parce que c'est des aimants. Donc elles seront l'acidité là. Donc ça passe que dans ce sens parce que la pression de l'œsophage est plus forte que la pression de l'estomac. Ça passe dans ce sens et pas dans ce sens. On peut faire le même Nissen mais par endoscopie et on fait cette intervention qui se fait en 20 minutes en endoscopie. On brûle autour de l'œsophage, ça fibrose, il y a plein de reflux. C'est par endoscopie, c'est mon fibroscope. Je prends l'APC, le laser, je brûle le cardia. Le cardia fibrose, sclérose, ferme. Ça descend et ça ne monte pas. Je vous remercie. J'ai terminé en temps exact, pile poil. Mais il fallait courir. Je vous remercie, professeur Benazzouz, pour le respect du temps et pour la richesse de la présentation. Donc, s'il y a une question. S'il vous plaît, ne quittez pas la salle. S'il vous plaît, restez dans la salle. Tout de suite après, on va enchaîner. Il va y avoir la séance d'inauguration, mes amis. J'ai vu sur le programme. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens quittent la salle, je comprends. Une question. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le bureau de l'association AGSMF pour leur invitation, pour leur congrès qui s'annonce déjà très réussi. Et je vous remercie, professeur, pour cet exposé, comme à l'accoutumée, riche et qui nous apporte toujours beaucoup de choses. J'ai deux petites questions, si vous permettez. La première question, c'est pour la position de dormir. Avant, on nous disait que la position demi-assise sur le dos, normalement, elle était... Madame. Oui, il faut dormir avec un plan qui soit comme ça. Ici, c'est 0. Ici, 25 cm. Oui. Donc, mettez des barres. Moi, je dis aux gens, mettez des barres sur le lit de 5, 10, 15, 20 et 25. Comme ça, le lit sera dans cette position. Ça va améliorer les symptômes, surtout le soir. Oui, parfait. Oui. Et pour ma deuxième question, c'est à propos des IPP au long cours. Est-ce qu'il n'a pas été décrit des complications cardiaques avec ça? Merci. Les complications au long cours. Si vous avez un malade qui doit prendre les IPP au long cours, on a dit un message fort, cherchez l'HP et l'éradiquer. Premier message. 2, pour les malades qui ont pris les IPP au-delà d'un an, il faudra leur faire de manière systématique tous les ans. Dosage de magnésium, dosage de la vitamine B12, dosage de la ferritine. Ils peuvent développer des carences au magnésium, en vitamine B12 et en fer, il faudra le supplémenter. 2 choses peuvent apparaître au long cours. C'est les infections respiratoires et les infections digestives et l'ostéopénie. Tout le reste, il n'y a pas de preuve. La démence, l'autisme, les problèmes cardiaques, les problèmes rénaux, faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Faux et archi-faux. Ce qui existe avec des données, il y a une grande méta-analyse qui a été publiée. Voilà les choses auxquelles il faut regarder. Regardez le magnésium, c'est un Walden FDA qui est sorti il y a 3 ans. Regardez la vitamine B12, regardez le fer. Et bien sûr, de manière générale, il faut utiliser la dose minima efficace. Il ne faut pas prolonger une prescription sans utilité pour le patient. Ça, c'est le bon sens. Et si jamais il doit, parce que imaginez que je suis un patient qui a 55 ans, ou qui a 50 ans, ou qui a 25 ans, mais je suis cardiaque, je ne peux pas m'opérer, j'ai un reflux, je suis dépendant des IPP. J'arrête les IPP. J'arrête les IPP, justement, je fais le cancer. Donc, je garde les IPP et je surveille ces éléments-là. Si je peux réduire, j'arrête, oui, mais si je ne peux pas, il y a des indications. Lorsque vous avez un EBO, lorsque vous avez une œsophagite COD, le traitement doit être pris pour la vie, jamais arrêté. Sténose peptique, c'est pour la vie. Sténose peptique, EBO, œsophagite, CD, le traitement à ne jamais arrêter, ou il faut penser à l'une des solutions que je viens de projeter, les 4. Soit traitement endoscopique, soit bracelet, soit chirurgie. Vous choisissez l'une des 4, ils sont toutes validées. Mais ne gardez pas un malade sans traitement. Ne jamais garder un malade sans traitement, ça va être dramatique. Il fera de la sténose peptique, il fera de l'EBO, il fera de l'adénocarcinome. Donc, il y a un bénéfice indiscutable en matière d'IPP dans le reflux. Mais on ne l'arrête pas lorsqu'il y a ces situations. L'œsophagite, COD, la sténose, et le malade qui est répondeur mais dépendant. Dès qu'il arrête, il refait.
et il ne peut pas être opéré, et on ne peut pas faire ce que je viens de dire, il faudra continuer le traitement. Voilà, mes amis, c'est important et ta question est pertinente. C'est toujours un plaisir d'écouter Oussad Benazzouz. Et donc, on va enchaîner tout de suite.